L'écologie ne devrait pas faire partie intrinsèque de la politique. Or, c'est un parti, aussi un parti politique, mais qui devrait peut-être être intégré. C'est absolument le cas, et c'est une fois de plus, c'est non seulement que ça devrait être intégré, mais l'ensemble de ce qu'on appelle quotidiennement la politique devrait être repensé par rapport à la question politique fondamentale de ce XXIe siècle. Une fois de plus, en début du XXIe siècle, la question fondamentale pour nous Français, pour les Européens, pour l'ensemble de la société humaine, qui maintenant est une société une, c'est comment est-ce qu'on va faire face à la crise écologique? Comment est-ce qu'on va empêcher que le changement climatique dépasse les seuils d'irréversibilité? Comment est-ce qu'on va empêcher que la forêt tropicale disparaisse complètement? Comment on va empêcher que l'artificialisation des sols se poursuive et entraîne une extinction des espèces? Tous ces phénomènes devant conduire logiquement, si on les laisse se produire, à un déséquilibre total de la société humaine, à des situations de chaos, de manque de ressources et là de violence une fois de plus. Donc la question politique est absolument centrale en fait, c'est la vraie question de ce début du XXIe siècle. Et ce qui est très fascinant, c'est pour ça que je commençais en disant tout est prêt pour que tout empire. Bon, c'est une sorte de, je ne sais pas ce que c'est, mais peu importe. Mais ce qui est grave, c'est que des personnages comme Donald Trump soit totalement à côté de cette problématique, ou que je ne veux pas trop rentrer dans la politique sur laquelle nous allons nous déterminer dans 15 jours pour mettre personne mal à l'aise, mais c'est clair qu'il y a quelques représentants, quelques candidats qui n'intègrent pas du tout cette question-là. Et c'est ça qui est grave. On a tous un niveau de vie, un niveau de consommation dans nos existences. Est-ce qu'il est raisonnable de penser que toute la planète devrait pouvoir arriver à ce même niveau, ou est-ce qu'au contraire ceux qui ont les pays développés qui ont le niveau le plus élevé doivent au contraire revoir peut-être leur copie à la baisse? Oui, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que on sait en gros, on va aller vite. Si on veut résoudre, éviter l'aggravation de la crise écologique et éviter l'aggravation du changement climatique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut réduire fortement la consommation d'énergie et la consommation matérielle. C'est aussi simple. En fait, c'est quand même les riches qui détruisent la planète. Enfin, qui contribue à la détruire. Si on veut réduire la consommation matérielle et la consommation énergétique, il faut le faire tous ensemble. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible que tous nos amis africains, boliviens, philippins, chinois soient au même niveau de consommation que les habitants d'Autun ici ou les habitants parisiens comme je suis ou comme de plein d'autres pays en France et en Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisqu'on va dans un monde qui logiquement doit aller vers non pas une égalité parfaite, même si ça serait un rêve utopique, mais en tout cas vers une réduction très forte des niveaux d'inégalité qui sont très importants dans notre monde, eh bien on ne va pas pouvoir vivre tous au niveau des Européens aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le niveau moyen de consommation matérielle par personne qui permettra à l'humanité d'aborder dans la paix la réduction de la crise écologique, eh bien le niveau doit être inférieur à celui que nous connaissons aujourd'hui. Alors je sais que ça peut être difficile à dire, mais en gros, l'objectif politique pour un pays comme la France, et pour les pays occidentaux en général, ça doit être de s'organiser pour réduire la consommation matérielle et la consommation énergétique moyenne. Un objectif politique, mais un objectif collectif. Or, parce que c'est peut-être plutôt collectivement que les choses sont difficiles, parce qu'on voit bien qu'individuellement, il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires. Absolument. Et donc, il faut relier cette question à la question de l'inégalité dans nos sociétés. Comme vous le savez, enfin beaucoup de nous maintenant le savent, notamment parce qu'il y a eu un livre, je ne sais pas s'il est sur ce salon, de Thomas Piketty sur le capital au XXIe siècle. Thomas Piketty, c'est un des économistes très importants qui a montré que, c'est pour ça que je parlais de 78-80, c'est le moment où l'inégalité a commencé à croître dans tous les pays occidentaux. Alors qu'après la période des 30 glorieuses, vous avez d'ailleurs sur le stand aussi, j'aime bien être dans des endroits de livres parce qu'on peut trouver plein de références. Vous avez monsieur Jean Vigneux qui est un historien qui a fait une histoire de la croissance et des 30 glorieuses, donc vous pouvez aller voir là-bas. Les 30 glorieuses, en gros, en France et dans les pays européens et occidentaux, il y avait une stabilité des rapports d'inégalité. Il y avait des inégalités, mais en gros, l'augmentation de la richesse collective était équilibrement partagée entre toutes les classes de la société, pour faire simple, entre le capital et le travail. À partir de 78-80, on voit une augmentation, donc Thomas Piketty et d'autres l'ont très bien documenté, une augmentation forte des inégalités aux États-Unis, en Angleterre, mais en France, au Japon, en Allemagne et dans d'autres pays. Qu'est-ce qui fait? C'est qu'on est maintenant à un niveau d'inégalité dans nos pays très important, comparable seulement à celui qui était au début du XXe siècle, juste avant la guerre de 14. Et je prends cette comparaison à dessein parce que Thomas Piketty aussi l'a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'effort collectif, la question politique, comme vous l'avez très bien dit, qui maintenant est de nous orienter vers une baisse de la consommation matérielle en moyenne,
il faut voir, tout le monde n'est pas au même niveau. C'est pas aux 15% des gens qui sont les plus pauvres à qui on va demander de réduire leur consommation. Bien au contraire, c'est même pas, il y a à peu près 30% de gens qui sont dans ce qu'on appelle la précarité ou la mouise ou la difficulté. Ils vont pas très bien, ils sont en dessous du seuil un peu d'existence. C'est pas eux qu'on va demander de réduire la consommation. Et même si on demande à monsieur Pinault, Bolloré, Arnaud et les autres milliardaires d'assaut de diminuer, et on va le faire, vous allez comprendre pourquoi, ils sont quand même pas assez nombreux pour que leur empreinte écologique soit suffisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette logique, cet objectif d'aller vers une baisse de la consommation matérielle, c'est l'ensemble des classes moyennes qui va le faire. Mais nous tous, et on fait sans doute partie presque tous ici dans ce salon, moi y compris, de cette classe moyenne, on va pas accepter de réduire notre consommation, enfin ça serait difficile, si on voit toujours monsieur Bolloré et tous ces gens-là en haut qui ont des yachts, des montres à 50 000 euros, des avions, etc. Donc il faut réduire l'inégalité pour qu'on puisse ensemble, dans un sentiment, j'ose pas dire d'harmonie, mais enfin de justice, aller ensemble dans cette direction. Et puis aussi que si on réduit l'inégalité, ça permet de récupérer une grosse somme d'argent, très concrètement. Quand on dit l'inégalité augmentée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des revenus qui se sont déplacés j'ai dit du capital et le travail, enfin d'une partie de la population vers l'autre. Si on récupère, en gros, les économistes disent ça représente entre 5 et 10% du PIB, du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est 2000 milliards d'euros en France. En fait, 2100 milliards, peu importe. 5 à 10%, ça veut dire que vous avez entre 100 et 200 milliards d'argent à récupérer. Si on réduit les inégalités, on récupère cette somme, on va la remettre au service de la transition écologique dont on va parler. On va d'abord sortir les gens de la mouise, parce que les pauvres qui sont vraiment dans la galère, les femmes seules, ceux qui peuvent pas payer leurs factures, il faut les sortir. C'est pas possible que dans des pays, c'est sans doute pas le cas à Autun, mais si vous venez à Paris de temps en temps, moi je vis à Paris, on est tous désolés, et dans les grandes villes, vous prenez le métro, vous allez dans les rues, même dans les avenues les plus chics de Paris, vous avez des gens qui dorment dans la rue. Comment est-il possible que la 5e ou 4e puissance mondiale la plus riche, il y a autant de gens dans la rue? C'est simplement inadmissible. Des familles entières avec des enfants. Des familles entières avec des enfants. Donc, sortir les gens de la mouise, et puis avec ces 100 ou 200 milliards d'euros, aller vers une transition écologique, vers une économie qui ne détruit plus l'environnement, mais qui prend en compte la réduction de la consommation énergétique, une nouvelle agriculture, etc., et qui va créer de l'emploi. Mais pour faire ça, et pour que nous tous on aille dans cette direction, il faut réduire les inégalités et ne plus accepter qu'il y ait des gens qui planquent leur argent au Luxembourg, au Panama, ou je sais pas où. J'allais vous demander comment est-ce qu'on arrive à ne pas céder au catastrophisme, mais finalement vous avez déjà répondu d'une certaine manière par ce que vous venez de dire. Oui, alors c'est très paradoxal chez les écologistes. Moi, j'ai pas peur de parler de la catastrophe. Il y a un autre auteur, il n'est pas sur ce salon, mais Jean-Pierre Dupuis, qui a fait un livre, j'ai plus le titre exact, mais en gros, il disait, pour éviter la catastrophe, il faut croire qu'elle va arriver. Parce que vous êtes dans une voiture à toute allure, mais si vous n'avez pas conscience que vous allez à toute allure, que vous avez 3 grammes d'alcool dans le sang, parce que vous sortez d'une fête bien arrosée et que tout va bien, vous allez aller dans le mur ou dans le fossé, c'est sûr. Si vous savez que, oulala, ma voiture elle est en panne, j'ai quand même trop bu ce soir et ça va pas, bon, je me mets sur le côté, j'attends un peu que ça se passe, je bois de l'eau et je fais autre chose. Donc pour éviter la catastrophe, ou en tout cas l'aggravation des choses, il faut en avoir conscience. Et à partir de là, eh bien, on se met en position d'agir. On voit qu'il y a plein de solutions, on va en parler. On voit qu'il y a des bagarres à mener. On voit qu'il y a plein d'alternatives qui se font. On voit soi-même que dans son propre lieu, on a des batailles à mener. Ici, par exemple, il y a le Center Park au Rousset. Eh ben, c'est une bataille qu'on peut mener à Autun. Il y a un projet de carrière au-dessus de la ville ou du Creusot, je ne sais pas exactement, pardonnez-moi. C'est des batailles à mener, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Donc, on a la catastrophe, on sait que c'est grave, on peut agir avec toutes les idées qu'on évoque rapidement, il y a des alternatives à créer et des bagarres à mener. Donc c'est pas du pessimisme, ça c'est au contraire, parce que la situation est grave, on va agir. Et on va agir ensemble parce qu'il y a énormément d'optimisme et d'énergie. Et on peut pas, pour expliquer le titre de votre livre, ce que c'est que cette légende amérindienne, je crois, c'est ça? Exactement. Alors la légende n'est pas de moi, c'est une légende qui est vieille de plusieurs siècles et qui a été utilisée par le mouvement des colibris, donc impulsé par Pierre Rabhi, Cyril Dion aussi. Qui a écrit la préface de votre livre d'ailleurs. Qui a préfacé effectivement mon roman. Donc cette histoire de colibri, je vais la raconter en quelques phrases parce qu'elle est savoureuse. Désolé pour ceux et celles qui la connaissent déjà. Mais tant mieux s'il y a plus de monde qui la connaît, tant mieux. Tant mieux, exactement. Donc c'est un des mythes fondateurs de ce mouvement citoyen qui est celui de la transition, qui se base sur cette légende amérindienne qui raconte qu'il y a fort longtemps, dans une forêt luxuriante qui ressemble un peu à ce que les chrétiens appelleraient le jardin d'Éden,
tous les êtres vivants vivaient en harmonie, dans l'abondance et de manière paisible, en profitant des ressources qui avaient été mises à leur disposition. Et tout à coup, dans cette forêt magnifique, un incendie éclate. Les flammes commencent à ronger tout ça, et le tatou qui est le roi des animaux, donc avec sa carapace, qui est un animal fort, indestructible, est le premier à déserter la forêt et à se tailler pour sauver sa peau. Et bien sûr, il est imité par tous les autres animaux qui eux aussi détalent et laissent leur jardin d'Éden aux flammes. Et il croise un petit oiseau dérisoire qui fait 3 cm de haut et qui pèse 1 gramme. Et le tatou dit au colibri, mais colibri, va pas par là-bas, c'est en train de cramer, tu vas rôtir. Et le colibri dit oui, je sais, mais moi j'ai mis une petite goutte d'eau dans mon bec et je vais aller la mettre sur l'incendie. Et le tatou lui dit mais t'es complètement crétin, colibri, qu'est-ce que tu veux faire avec ta pauvre goutte d'eau? Et là le colibri le regarde, il dit oui, mais moi je fais ma part.